Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page est avec nous. Bonjour Christian. Salut Benoît. D'abord, le décès de Ray Bradbury, qui est vraiment un grand écrivain. Oui, absolument. À l'âge de 91 ans. Oui, il a marqué toute l'histoire de la science-fiction, et en particulier ses œuvres les plus marquantes ont été publiées dans les années 50. Il y a probablement aussi beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont vu cette fameuse série télévisée où Ray Bradbury, on mettait en image ses histoires et Ray Bradbury lui-même présentait ses histoires. Mais il a écrit dans le Twilight Zone, dans toutes sortes de magazines. Absolument, on s'est beaucoup inspiré de ses écritures et c'est assez amusant parce que Bradbury est né dans l'Illinois en 1920 à Waukegan dans l'Illinois et puis il a jamais été à l'université. C'est un type qui a vendu des journaux quand il était plus à la fin de l'adolescence. C'est un type qui a vécu dans le milieu de l'écriture. Ses grands-parents d'ailleurs œuvraient dans le milieu, étaient eux-mêmes éditeurs de journaux. On voit que c'est un type qui était proche des lettres et puis il va commencer ses premières publications apparaissent dans les années 40. Il publie dans des pulp, des magazines qu'on appelait des pulp. On appelait ça pulp parce que le papier était tellement de mauvaise qualité qu'on voyait la pulpe du papier dedans. Et en fait, c'était très populaire dans les années 40, 50, ces petits magazines qu'on achetait pour quelques sous au kiosque à journaux et qui racontaient des histoires fantastiques. Mais c'est sûr que lorsque l'on parle de Ray Bradbury, les deux œuvres les plus marquantes de sa carrière, c'est bien sûr les Chroniques martiennes, publiées en 1950, qui ont été adaptées dans des épisodes, par exemple, Twilight Zone et des trucs comme ça. On en a même fait une série télévisée. Et bien sûr, Fahrenheit 451. Petite anecdote, le Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle brûle le papier. Et dans cette histoire-là, évidemment, on interdisait, c'était une société du futur, où on interdisait aux gens d'avoir accès à des livres. Et pour écrire Fahrenheit 451, Ray Bradbury s'était inspiré notamment de politiques en Russie, où on avait détruit des livres, et évidemment, les autodafés en Allemagne, où évidemment, on brûlait des ouvrages qu'on considérait ignobles ou en tout cas impropres à la lecture pour la population allemande. Donc, ce grand auteur, Ray Bradbury, est décédé hier. Il avait 91 ans. Et bien sûr, avec son décès, c'est un des grands auteurs qui ont marqué l'histoire de la science-fiction. Les Chroniques martiennes, c'est intéressant, mais c'est comme la conquête de l'Ouest, mais sur Mars. Absolument. Il va s'inspirer de ça, d'ailleurs. Au lieu d'avoir des Indiens, mais t'avais des Martiens. Des Martiens, exact. C'est un peu ça le concept. C'était intéressant. Absolument. OK, et on veut revenir sur l'affaire Magnotta parce qu'on en a parlé la semaine passée et je pense qu'on a été pris au dépourvu parce que on trouve au début c'était un peu loufoque. Cette façon de tuer, c'est un peu bande dessinée et cinéma gore. Et là, avec le recul, tu te rends compte que effectivement, l'affaire était beaucoup plus sordide qu'on l'avait cru au départ. C'est peut-être un peu le ton a peut-être aussi choqué quelques auditeurs parce que bon, évidemment, comme tu le mentionnes, on avait l'impression de se retrouver dans un mauvais film de série B. Et là, évidemment, avec l'ampleur que l'affaire a pris, on se rend compte avec le recul que c'était plus dramatique ou plus morbide qu'on l'aurait cru. Et d'ailleurs, cette histoire Magnotta, j'aimerais revenir là-dessus aujourd'hui parce que j'ai eu des conversations cette semaine et les gens me demandaient, mais comment expliquer que cette histoire-là a pris une telle ampleur? Parce que, regardons les faits. Magnotta est un mauvais assassin, entre guillemets, disons-le, parce que bon, il a fallu à peine 72 heures pour lui mettre le grappin dessus. Il a dispersé derrière lui des petits cailloux un peu comme le petit pousset avec son téléphone cellulaire. C'est donc un mauvais assassin, entre guillemets, on le comprend bien. C'est un individu également qu'on ne lui connaît qu'une seule victime. Tu me diras qu'une victime, c'est déjà une victime de trop, mais c'est sûr que quand on regarde dans la littérature sur les affaires criminelles, on a des assassins qui ont 20, 30, 40, 50 victimes et on n'a pas donné autant d'ampleur à ces histoires-là que l'affaire Magnotta a suscité au cours de la dernière semaine. Alors évidemment, toute cette question-là, pourquoi Magnotta, pourquoi cet engouement médiatique? Bien sûr, il y a ce surnom de dépeceur de Montréal. Des journaux ont toujours une tendance à donner des titres un peu ronflants à des assassins. On pense au tueur du Zodiac, le fils de Sam, Jack l'Éventreur, l'étrangleur de Boston. Donc, ce sont des titres qui sont très accrocheurs et évidemment qui jouent sur l'imaginaire. Mais je pense que dans le cas de Magnotta, il y a plusieurs éléments qui vont jouer et qui ont contribué à rendre cet assassin-là, à faire de lui un peu un personnage qui fascine en même temps, qui nous horrifie. Dans un premier temps, Magnotta a filmé ses crimes. Bon, évidemment, c'est pas le premier assassin à démembrer sa victime. Mais ses crimes au pluriel parce que tu inclus là-dedans les chatons qu'il a fait avaler par un boa. Exact. Et dans le cas de son assassinat, le meurtre de cet étudiant chinois, Magnotta va filmer le crime et je dois t'avouer que pour
pouvoir en parler aujourd'hui. J'ai regardé le film en question qui est toujours apparemment en ligne. C'est 10 minutes de pure horreur. Là. Voir ça, c'est tout à fait dégoûtant. Et je dois t'avouer que Magnotta n'est pas le premier assassin dans un premier temps à démembrer ses victimes. Il n'est pas non plus le premier à avoir filmé ses crimes. Je pense par exemple à la fin des années 70, 2 tueurs en série américains, Edward Lake et Charles Ng, enlevaient des femmes, ça se passait du côté de la Californie, ils enlevaient des femmes, en faisaient des esclaves sexuels qu'ils torturaient et qu'ils assassinaient et ils filmaient bien sûr leurs crimes. Dans ces cas-là, et je pense aussi à un autre assassin en série, Gary Ednick aux États-Unis, qui lui aussi un peu sur le même modèle, enlevait des femmes, en faisait ses esclaves sexuels, filmait les tortures. Ednick a été arrêté, en fait tous ces gens-là ont été arrêtés. Ednick a été exécuté il y a quelque temps aux États-Unis, condamné à la peine capitale. Ils sont malchanceux, ça s'était passé au Québec, il serait passé par Pinel, puis il serait en liberté aujourd'hui. Possiblement, oui. Dans le cas de Charles Ng et Edward Lake, Lake s'est suicidé dans sa cellule, et Charles Ng lui a pris la cavale, et on l'a arrêté dans l'Ouest canadien, je crois que c'est du côté d'Edmonton, et je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il est toujours détenu dans une prison canadienne en attente de son extradition vers les États-Unis, parce que aux États-Unis, il risquerait d'être condamné à mort, et les lois canadiennes empêchent cette histoire-là, donc il faudrait que le gouvernement... Puis on haït bien ça, hein? On envoyait des gens. Donc, Magnotta n'est pas le premier à filmer ses crimes. Généralement, les criminels qui filment leurs crimes de cette façon-là, le font dans un but purement égocentrique. Ils le filment et en regardant ces images-là, ça leur permet de revivre le crime, de se retrouver dans le fantasme du crime. Magnotta n'a pas fait ça. Magnotta a pris ces images-là, il a fait lui-même un montage et il les a mis en ligne. Alors là, on quitte le simple cadre du crime, de l'assassin qui filme son meurtre dans un cadre personnel, et là on se retrouve en fait dans l'antichambre de ces fameux snuff movies que tu as sûrement entendu parler. D'ailleurs, il faut dire que dans le cas des snuff movies, ces fameux films, donc pour les gens qui nous écoutent, qui entendent peut-être cette expression-là pour la première fois, des snuff movies, ce sont des films qui circulent dans l'underground et qui apparemment montrent des femmes qui se font torturer, qui sont victimes d'actes sexuels avant d'être assassinées. Ces films-là, évidemment, servent apparemment à inspirer ou à intéresser quelques pervers, mais des enquêtes menées par le FBI ont clairement démontré que les snuff movies, sont excessivement rares. Sur les milliers de cas de les vrais films. Ouais. Dans les milliers de cas, les centaines de cas étudiés par le FBI de supposés snuff movies, on n'en a retrouvé que quelques-uns qui pouvaient être liés à de véritables crimes. Dans l'ensemble de ces films-là, on parle plutôt d'habiles mises en scène faites par des comédiens de films porno qui vont un peu jouer l'idée du crime. Dans le cas de Magnotta, on n'en est pas là. Dans le cas de Magnotta, on voit ces crimes-là s'exécuter, se faire devant la caméra, et on sait que c'est vrai. Et tu l'as regardé, moi je suis pas allé voir, volontairement je suis pas allé voir. C'est vraiment monstrueux. Et la dernière question maintenant, un coup qu'on est entré dans ce cadre-là de l'horreur, pourquoi est-on fasciné par ces personnages? Il y a quelques années, je tournais la série Dossier mystère et je me suis retrouvé à Quantico, en Virginie, au fameux centre du FBI où on fait le profiling, les fameux profilers, et j'ai fait une entrevue avec Kenneth Lanning. Lanning, pour situer les auditeurs, Lanning avait été chargé à la fin des années 80 d'enquêter sur les soi-disant crimes à caractère satanique. Et alors qu'on était là à installer l'éclairage, tout ça, j'ai posé la fameuse question à Lanning: pourquoi sommes-nous fascinés par ces monstres humains? Alors, si tu veux vendre du papier aux États-Unis, mets en première page Charles Manson ou Richard Ramirez, et bang, les ventes vont augmenter. Il y a une fascination pour ces personnages. Et Lanning, qui est l'un de ces profilers du FBI, me disait la raison pourquoi on est fasciné par ces tueurs. On pense même ici à la station, notre ami Paul Hood est fasciné par les crimes de Charles Manson. Donc pourquoi cet intérêt pour ces individus? Oui, absolument. Et pourquoi c'est peut-être commencer à arrêter de lui tourner le dos. Lanning me disait, il dit, parce que on est incapable de se mettre à la place de l'assassin. Et je te donne un exemple. Si tu ouvres le journal et tu lis, par exemple, qu'un individu est arrivé chez lui, a pris sa femme au lit avec un amant et qui a sauté un plomb, a pris une arme à feu et a abattu l'épouse et l'amant, sans dire que nous, on ferait la même chose, on est capable de comprendre le crime. On peut comprendre la douleur, le désarroi de la situation, la colère. Donc, on a une certaine compréhension parce qu'on parle ici d'émotions humaines qu'on peut, on peut gérer.
Dans le cas d'un individu qui va se livrer à un meurtre sordide, décapiter ses victimes, les démembrer, ça donnait à des actes de cannibalisme, ça donnait à des actes de nécrophilie. Alors là, on est passé à autre chose. On perçoit ces gens-là un peu comme s'ils étaient des extraterrestres, des bêtes de cirque. Et c'est pour ça un peu qu'ils nous fascinent. La compréhension de leurs crimes nous échappe, et parce qu'ils nous échappent, en même temps, ils suscitent une certaine fascination auprès d'une certaine population. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. On va revenir avec ton histoire du dépeceur de... Cleveland. Cleveland? Ouais. On va voir ça après ceci. Dutrisac, l'après-midi, avec Benoît Dutrisac, au 98.5. Bon, Christian Page, après le dépeceur de Montréal, le dépeceur de Cleveland, ou avant, plutôt avant. Donc, ce titre de dépeceur de Montréal, c'était pas la première fois qu'on utilisait l'expression dépeceur pour décrire un tueur. Et l'un des crimes les plus célèbres, mais en même temps un peu méconnu, c'est l'histoire du dépeceur de Cleveland. Pourquoi méconnu? Les crimes vont se situer entre les deux guerres, donc entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale va faire perdre un peu cette histoire-là, qui pourtant avait été une grosse histoire à Cleveland. Donc l'histoire, pour situer les auditeurs, d'abord, faut connaître un peu le terrain, le terrain ou le théâtre du crime. Les crimes vont se passer surtout le long d'un petit ruisseau à Cleveland. On sait que à Cleveland, il y a une rivière qui traverse la ville, qui est la Cuyahoga River. Et juste au côté, longeant à peu près, ou serpentant au côté de la Cuyahoga River, il y a une sorte de décharge, un petit ruisseau boueux qu'on appelle la Kingsbury Run, et dans certaines régions de la ville, c'est presque un dépotoir à ciel ouvert. Donc, ça, c'est le théâtre de notre crime, cette fameuse Kingsbury Run. En septembre 1935, donc 2 gamins qui marchent le long de la voie ferrée, qui elle aussi longe cette Kingsbury Run, vont avoir la surprise de découvrir un corps. L'homme est nu, il a été décapité, il n'a que des chaussettes, il a également été émasculé, les organes génitaux ont été coupés. Donc, les jeunes vont évidemment appeler les services de police, on se rend sur place, et en patrouillant dans le secteur, on va trouver un second cadavre, parce que notre premier cadavre est apparemment, il est là depuis à peu près 2 jours. Mais en fouillant, on va trouver un cadavre qui, lui, a été jeté sur place il y a à peu près 1 semaine. Donc, l'état de décomposition est plus avancé. Lui aussi a été émasculé. Lui aussi a été décapité. Et en parcourant le secteur, les policiers vont finalement trouver les têtes de nos 2 bonhommes, et on va également trouver leurs organes génitaux qui ont été jetés comme ça dans l'herbe. Notre première victime, celle qui est là depuis à peu près 48 heures, sera éventuellement identifiée par ses empreintes digitales. Il s'agit d'un type qui s'appelle Edward Andressy, un proxénète de 29 ans. Et là, immédiatement, c'est un type qui avait déjà un dossier judiciaire. Il avait été arrêté pour possession d'armes prohibées. Donc, immédiatement, les services de police croient qu'il pourrait s'agir d'une sorte de rixe entre des gangs, entre des gens du crime organisé. Donc, l'affaire passe un peu comme ça inaperçue. Mais dès l'année s'écoule sans problème. Et en janvier de l'année suivante, là, dans une sorte de malle, abandonnée près d'un édifice, on va trouver la partie supérieure d'un torse humain, une femme, et un bras et des cuisses. Éventuellement, tout ça sera identifié comme étant les restes humains d'une prostituée de 42 ans, Flora Polillo. Et visiblement, son assassin est le même que celui qui a assassiné les 2 corps le long de la Kingsbury Run l'année précédente. À l'autopsie, le médecin légiste va quand même trouver des détails assez surprenants. D'abord, dans le cas des victimes trouvées le long de la Kingsbury Run, il est clair que ces gens-là ont été gardés prisonniers ailleurs. On trouve des marques de lacération autour des poignets. Ces gens-là ont été gardés captifs. On constate également que le muscle de ces gens-là les muscles du cou ont été contractés au moment de la mort. Ce qui semble indiquer que ces gens-là étaient conscientes et vivantes au moment où elles ont été décapitées. Et avec ça va commencer donc cette histoire des crimes de la Kingsbury Run. Les journaux anglophones parlent du Mad Butcher de la Kingsbury Run, alors que les journaux francophones parlent du boucher fou de Cleveland ou encore du dépeceur de la Kingsbury Run. Ces crimes-là, donc, vont se multiplier. On va continuer de trouver des cadavres pendant presque 2 ans. Des cadavres comme ça qu'on va retrouver un peu partout à Cleveland. Certains sont des débris qu'on va retrouver même jetés sur les rives du lac Erie, où se jettent bien sûr la Kingsbury Run et la Cuyahoga River. Et on va trouver aussi de ces restes
restes humains un peu partout le long de la Kingsbury Run. Et là, on parle de quoi, 1935? Les crimes se passent entre 1935 et 1938, ce qui est assez étonnant. Donc, à un moment donné, vers 1937 à peu près, tous les journaux ont sur le dos cette histoire-là de la Kingsbury Run et on reproche au directeur de la sécurité civile de ne rien faire. Et le directeur de la sécurité civile n'est pas un premier venu, je te le donne en plein, c'est le célèbre, incorruptible Elliot Ness. Ben voyons. Et ces critiques sont d'ailleurs un peu injustifiées parce que Ness, ce qui a mis un peu un terme au trafic illicite de Chicago, en tout cas donné un coup sévère au crime organisé de Chicago à Al Capone, il se retrouve donc à Cleveland, il est directeur de la sécurité publique, et les critiques qu'on lui adresse sont un peu injustifiées parce que Ness a su mettre en place, dans les quartiers défavorisés de Cleveland, des programmes sociaux, des activités, des loisirs pour les jeunes de ces quartiers-là, et le taux de criminalité a baissé de façon remarquable. Mais en 1938, inutile de dire que les journaux n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on mette la main sur ce mystérieux boucher, ce dépeceur de la Kingsbury Run. Et puis, soudain, le 16 août 1938, on va trouver dans un dépotoir, deux employés du dépotoir vont trouver un premier corps qui est là visiblement depuis plusieurs semaines. Le corps est pratiquement en état de squelette. Et au moment où les policiers cherchent un contenant pour rassembler les os, ils vont trouver un autre corps, un autre squelette, qui lui est là depuis le début de l'année. Ce qui est intéressant, entre guillemets, bien sûr intéressant, dans l'ensemble de ces crimes-là, seulement 3, on en est là, au moment où on parle de ces corps au dépotoir, on en est à la 11e et 12e victime, disons, canonique, de ce tueur de la Kingsbury. Certains croient qu'il aurait tué ailleurs, mais on en est au moins au 11e ou 12e crime. Seulement 3 de ces victimes ont été identifiées. Toutes les autres sont des victimes inconnues. Et à ce moment-là, chose tout à fait extraordinaire, Elliot Ness va prendre une décision qui est surprenante, en se disant, comme ces gens-là, les 3 corps identifiés étaient des gens qui appartenaient à des milieux désœuvrés, proxénétisme, prostitution. Donc, puisque ces gens-là appartiennent à ces classes désœuvrées, et comme les autres n'ont pas fait l'objet d'avis de disparition, Ness en conclut que ces gens-là ce sont tous des vagabonds, des sans-abri, et c'est vrai que le long de la Kingsbury Run, il y a un bidonville. Ness va faire détruire le bidonville. Il met le feu au bidonville, on détruit le bidonville, on détruit finalement le terrain de chasse de ce dépeceur de la Kingsbury Run, et étonnamment, les crimes s'arrêtent. Beaucoup plus tard, Elliot Ness va confier à son biographe, un dénommé Farley, qu'il connaissait qui était ce mystérieux tueur de la Kingsbury Run. Il va raconter il va donner un nom, Gaylor Sondheim, un pseudonyme, en disant cet individu-là était un étudiant en médecine, c'était un fou, et au moment où je lui ai fait savoir que je le suspectais des crimes, il s'est volontairement constitué prisonnier, incarcéré dans un institut psychiatrique, il a échappé à la justice. Aujourd'hui, nous savons que Ness, à partir de nouveaux documents, on sait que Ness, en fait, ce fameux Sondheim, était peut-être un type qui s'appelait en réalité Francis Sweeney. Et la véritable raison pourquoi Elliot Ness a caché son identité, c'est parce que cet individu-là était lié à une famille puissante de Cleveland et en particulier à des opposants politiques d'Elliot Ness. Ça tombe Conspiration. Mal. Ah bon, ça tombe bien. Merci beaucoup, Christian Page, pour cette chronique sur les dépeceurs. Pas très ragoûtant, mais assez intéressant. Merci à Larry, à François et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. Je prends congé demain et vendredi. On se reparle lundi. C'est Guy Simard qui prend la relève, c'est ça? Donc, Guy sera là demain dès midi. Au revoir, à demain.